Bienvenue sur votre chaîne École du Futur. C'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous le programme de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 7 intitulée l'immunité et la réponse immunitaire. Alors, si vous n'avez pas encore vu les premiers 6 cours, je vous invite à cliquer sur le i qui s'affiche en haut de votre écran où vous aurez le début du programme jusqu'à la 6e leçon pour avoir le fil conducteur du programme. Donc, le cours d'aujourd'hui s'articule autour de 3 points. Le premier point, c'est la réponse immunitaire non spécifique. Le deuxième point, c'est la réponse immunitaire spécifique. Et le troisième point, c'est l'immunité. Qu'est-ce que nous allons voir dans la réponse immunitaire non spécifique? Ici, nous allons voir les deux principales modalités de la réponse immunitaire non spécifique. Nous allons voir la réaction inflammatoire et nous allons voir la phagocytose. Qu'est-ce que nous allons voir dans la réponse immunitaire spécifique? Eh bien, à ce niveau-là, nous allons voir la notion d'anticorps, puis la notion d'antigène. Nous allons voir comment se fait la production d'anticorps. Nous allons analyser des courbes en rapport avec la production d'anticorps suite à un premier contact avec un antigène et à un deuxième contact avec le même antigène. Puis après ça, nous allons voir en réalité une propriété fondamentale des anticorps, d'ailleurs qui confère à cette réponse-là son caractère spécifique. Nous allons voir cette propriété des anticorps et à la fin, dans la troisième partie, ce que nous verrons ici, c'est la notion d'immunité. On va s'arrêter juste à la notion d'immunité. Nous n'allons pas entrer dans les types d'immunité qui n'est pas le programme de la classe de 3e. Et à la fin de ces 3 points, je vais vous donner un bonus qui est en rapport direct avec le cours. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce bonus-là, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Avant d'attaquer la première partie du cours, on va d'abord faire un petit résumé de ce que nous avions dit en classe de 4e. Souvenez-vous de ce que nous avions dit. Nous avions dit que nous évoluons dans un environnement avec nous avions dit que dans ce qu'il faut comprendre, nous avions dit qu'en classe de 4e qu'il existait une diversité de micro-organismes. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel nous vivons avec des micro-organismes, c'est-à-dire des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Et une grande partie de ces êtres vivants-là ont le caractère pathogène, c'est-à-dire qu'ils sont capables de causer la maladie. Et plus tard, en réalité, cette maladie peut s'aggraver pour entraîner d'autres conséquences. Donc, il existe une diversité de micro-organismes, parmi lesquels il y a les bactéries avec un ensemble de sous-familles, des virus avec un ensemble de catégories, etc., etc. Donc, ces êtres vivants sont dans l'environnement que nous vivons. Ils peuvent se retrouver dans la boisson que nous buvons, ils peuvent se retrouver dans les aliments que nous consommons, ils peuvent se retrouver dans l'air que nous respirons, ils peuvent se retrouver sur les objets que nous touchons, ils peuvent se retrouver sur, en réalité, tous les éléments qui nous entourent. Pourquoi alors, la question à se poser, pourquoi malgré cette diversité et malgré ce contact permanent avec ces éléments pathogènes, nous ne tombons pas malades tous les jours? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système immunitaire a des organes en réalité qui permettent de nous protéger contre ces microbes. Et la première ligne de défense en réalité de notre système immunitaire est représentée par ce qu'on appelle les barrières de l'immunité, c'est-à-dire les barrières naturelles. Les premières barrières naturelles constituent la peau et les muqueuses. Cette peau et la muqueuse nous protègent contre en réalité les agressions mécaniques. Comme vous pouvez le voir avec ces deux traits-là symbolisent la peau, qui est une barrière naturelle et qui permet de nous protéger contre ces agents pathogènes. Voilà pourquoi, malgré la présence imminente de ces éléments dans l'environnement, ces éléments ne sont pas toujours capables d'entrer dans notre système immunitaire. Voilà pourquoi nous sommes protégés naturellement contre ces éléments qui ne peuvent pas nous causer des maladies à tout moment. Toutefois, il est intéressant de signaler que ces barrières naturelles-là peuvent être franchies par ces agents pathogènes. Quand ces agents
franchissent les premières barrières naturelles, en ce moment-là, notre système immunitaire va réagir. Voilà pourquoi on parle d'ailleurs de réponse ou bien de réaction. Voilà pourquoi la leçon là s'appelle la réaction immunitaire ou bien la réponse immunitaire. Elle est liée au fait que lorsque les agents pathogènes étrangers percent les premières lignes de défense et se retrouvent dans notre organisme, ils sont capables de causer du tort à notre organisme. Notre organisme ne va pas rester les bras croisés, il va réagir, d'où le titre en réalité de ce cours. Et il existe deux grandes modalités de réponse, à savoir la réponse immunitaire spécifique et la réponse immunitaire non spécifique. Nous allons voir dans le grand 1 la réponse immunitaire non spécifique. Et elle a deux modalités. La première modalité, c'est la réaction inflammatoire. Comment se déroule la réaction inflammatoire? Eh bien, pour comprendre le déroulement de la réaction inflammatoire, il faut bien observer ce schéma que voici. Les micro-organismes que vous voyez là sont barrés et ne peuvent pas franchir, comme je l'avais dit, en permanence les lignes de défense. Mais il arrive que ces lignes de défense-là soient perforées, soit percées, soit par une blessure. Et dans ce cas, les micro-organismes-là vont avoir l'occasion de se retrouver dans le milieu intérieur. Une fois qu'ils se retrouvent dans ce milieu intérieur-là, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Un ensemble d'événements va se passer, numérotés de 1 à 4. Le premier événement va concerner d'abord le capillaire sanguin. Le capillaire sanguin, c'est celui que vous voyez ici. En effet, vous observez carrément et vous constatez que le capillaire sanguin se dilate au niveau de la blessure. Voici la dilatation de ce capillaire sanguin. Cette dilatation de ce capillaire sanguin-là va augmenter la perméabilité du capillaire, ce qui va provoquer quoi? Le deuxième événement qui est là. Le deuxième événement, c'est en réalité du plasma et des phagocytes qui sortent du capillaire. Naturellement, normalement, les cellules doivent être dans le plasma sanguin, c'est-à-dire les cellules sanguines. Mais lorsque, en réalité, le capillaire sanguin se dilate, la dilatation va provoquer une fragilisation de la paroi, ce qui va entraîner la sortie de ces cellules phagocytaires et le phénomène par lequel ils vont sortir est appelé diapédèse. Donc, ces cellules immunitaires-là, qui sont les polynucléaires, vont sortir par diapédèse du capillaire sanguin. À côté de cette sortie-là, il y a également une autre sortie, c'est-à-dire la sortie du plasma sanguin. Et quand ce plasma sanguin se retrouve en réalité dans ce milieu-là, ça va provoquer en réalité de la rougeur. Voilà pourquoi lorsque vous observez en réalité une plaie, vous voyez de la rougeur, mais ça entraîne également de la chaleur. Retenez bien, nous avons parlé du gonflement, nous avons parlé de rougeur et nous avons parlé de chaleur. Ces trois éléments-là constituent en réalité les caractéristiques de la réaction inflammatoire. À cela s'ajoute en réalité la douleur que nous allons voir avec une autre photo. C'est bon? Donc le deuxième événement, c'est la sortie du plasma et des cellules par diapédèse du capillaire sanguin. Troisième événement, les cellules phagocytaires vont se diriger vers les micro-organismes. Regardez-les, une fois qu'ils sortent du capillaire sanguin, ils vont directement aller s'attaquer aux micro-organismes pathogènes qui ont franchi la barrière naturelle. Quatrième événement, qu'est-ce qui va se passer? C'est en réalité les cellules phagocytaires capturent et éliminent les micro-organismes. Et ce qui nous permet de faire une transition entre la réaction inflammatoire et la phagocytose, qui est la deuxième modalité de la réaction inflammatoire, de la réaction immunitaire non spécifique. Mais comme je l'ai dit, je dois vous donner la quatrième caractéristique de la réaction inflammatoire. Alors, on va d'abord voir cette caractéristique avant de faire la transition avec en réalité la phagocytose. Je vous avais dit que là, cette réaction inflammatoire qui est là est caractérisée par déjà la rougeur, la chaleur entraînée par la sortie, comme je l'avais dit, du plasma sanguin. Ensuite, il y avait en réalité le gonflement qui est engendré par la dilatation de ce vaisseau sanguin-là. La dilatation du capillaire sanguin au niveau de la région blessée.
Il y avait également en réalité une quatrième caractéristique qui est la douleur qui est engendrée par l'irritation des cellules de la peau qui est là. Ça, c'est des cellules de la peau. Lorsque ces cellules de la peau sont irritées, cela va provoquer en réalité une douleur qui représente la quatrième caractéristique en réalité de la réaction inflammatoire. Donc, la réaction inflammatoire là, c'était terminé avec le contact avec les cellules immunitaires et le micro-organisme. À partir de ce contact, la phagocytose va démarrer. Et regardez, cette phagocytose, elle est là. Déjà, elle est réalisée par les cellules phagocytaires, qui est une catégorie de cellules immunitaires. Cette phagocytose-là a plus ou moins 4 étapes fondamentales qu'il faut retenir et qu'il faut savoir en réalité schématiser. On peut vous la demander lors d'une évaluation dans une maîtrise des connaissances. Donc, la première étape déjà, c'est la reconnaissance et l'adhésion. Cette cellule immunitaire reconnaît cet élément comme étant un élément étranger qui ne fait pas partie du soi. Il va alors l'attaquer directement. Donc, on parle d'adhésion. Dans d'autres documents, vous verrez contact. C'est bon? Deuxième événement, il va en réalité se modifier. C'est une cellule immunitaire qui est capable de modifier son cytoplasme pour pouvoir en réalité englober l'élément étranger. Regardez bien, cette bactérie est carrément enveloppée par la cellule immunitaire. C'est la deuxième étape de la phagocytose. Après, il y aura la troisième étape. La troisième étape est constituée par, regardez bien ces éléments que vous voyez ici. Ça, c'est des poches qui sont dans le cytoplasme de cette cellule phagocytaire et qui sont bourrées d'enzymes. Une fois que la bactérie se retrouve dans le cytoplasme de cette cellule-là, les poches vont se détacher et les poches vont libérer en réalité beaucoup d'enzymes qui vont aller attaquer directement le microbe, le digérer. Une fois qu'il est digéré, il va mourir et il va rester des débris. Et lors de la quatrième étape de cette phagocytose-là, les débris-là vont être expulsés hors de l'organisme. Voilà pourquoi on va parler d'exocytose des débris. Donc, la phagocytose a plus ou moins 4 à 5 étapes. Dans la première étape, c'est l'accolement et l'adhésion. Deuxième étape, ingestion. Troisième étape, digestion. Quatrième étape, exocytose des débris des microbes. Donc, chers élèves, c'est ici que se termine la première modalité de la réponse immunitaire, c'est-à-dire la réponse immunitaire non spécifique. Retenez que cette réponse immunitaire non spécifique, elle est innée et elle est immédiate. Elle suit directement l'instant où le microbe a pénétré dans l'organisme. Elle ne prend pas du temps. Voilà pourquoi on parle du caractère immédiat de cette réponse. Maintenant, si le microbe persiste et refuse de, en réalité, sortir de l'organisme, le système immunitaire va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire cette fois-ci la réponse immunitaire spécifique. Et cette réponse immunitaire spécifique-là, dans cette réponse immunitaire spécifique, nous allons parler principalement de quelques notions d'anticorps et d'antigènes. Retenez que ces anticorps et ces antigènes-là, ces anticorps sont produits à la suite de la pénétration du microbe dans l'organisme. Donc, qu'est-ce qu'un anticorps? Eh bien, un anticorps est une substance de défense produite par certains globules blancs en réaction à une substance étrangère, et cette substance étrangère est le plus souvent un antigène. Ce que je vais ajouter de ça, c'est qu'il faut retenir que, comme vous pouvez le voir dans ces schémas-là, les anticorps ont tous la même forme. Parmi les lettres alphabétiques, les anticorps ont la forme de Y. Tous les anticorps que vous prendrez ont la forme de Y. Un anticorps est composé de deux régions. Une région constante qui est là, regardez bien ce qui est mauve. Cette partie-là est toujours constante, elle ne varie pas. À côté de cette partie, il y a une région variable. La région variable, c'est au niveau de l'extrémité des bras des anticorps. Et ça, le fait que cette région est variable va déterminer le caractère de ces anticorps-là. On le verra dans la suite. Mais retenez que les anticorps sont produits à la suite de la pénétration d'un agent étranger dans l'organisme. Ces anticorps-là ont tous la même forme, c'est-à-dire la forme en Y. Leur seule différence se situe au niveau de l'extrémité des bras
Et la variabilité de cette extrémité des bras aura une importance capitale dans la suite de l'action en réalité de ces anticorps. Maintenant, nous allons voir un autre élément, c'est-à-dire la notion d'antigène. Un antigène est une substance étrangère de l'organisme susceptible de déclencher une réaction immunitaire destinée à son élimination. Donc, retenez que les antigènes sont produits par des microbes qui sont des gens étrangers. Ces antigènes-là, une fois qu'ils pénètrent dans l'organisme, ces antigènes vont déclencher la production d'anticorps. Et cette production d'anticorps est destinée à détruire ces antigènes. C'est bon? Mais pour que ces anticorps puissent être fabriqués, il faut obligatoirement qu'il y ait la pénétration d'un agent étranger. Et cet agent étranger, dans cette leçon-là, c'est l'antigène. Voilà, chers élèves, nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Et nous allons voir ici l'évolution de la quantité d'anticorps. Donc, nous avons dit que les anticorps sont fabriqués suite à la pénétration d'un antigène. Maintenant, nous allons voir comment ces anticorps sont fabriqués. Donc, quand un microbe pénètre dans l'organisme pour la première fois, l'organisme met du temps. En effet, il reste une semaine. Il met un temps de latence de une semaine avant de commencer à produire des anticorps. Et on constate que la vitesse de production de ces anticorps, elle est faible. On constate également que la quantité d'anticorps produite est relativement faible. Mais regardez bien ce qui va se passer. Lorsque le même antigène pénètre à nouveau dans l'organisme, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? On constate que le temps de latence, ça veut dire que l'organisme le système immunitaire met peu de temps avant de commencer à produire des anticorps contre cet antigène-là. Et la quantité d'anticorps également produite est plus élevée que celle produite lors du premier contact. Donc, maintenant, il y a lieu de se poser la question à savoir pourquoi, lors de la deuxième injection, le système immunitaire a mis peu de temps pour produire beaucoup d'anticorps. Eh bien, retenez que quand l'antigène avait pénétré pour la première fois dans le système, dans l'organisme, en ce moment-là, le système immunitaire ne le connaissait pas. Il était carrément étranger. Alors, le système immunitaire va mettre un peu de temps pour entrer dans son laboratoire afin, en réalité, d'essayer de voir quelle est la chimie du microbe, quelle est la propriété du microbe, comment tuer le microbe. En ce moment-là, toutes ces études-là prennent du temps. Voilà pourquoi il a pris un temps de latence élevé. Mais en produisant des anticorps, il va à côté produire aussi des cellules immunitaires qu'on va appeler les lymphocytes mémoire. Ces lymphocytes mémoire-là vont rester dans l'organisme pendant un temps très élevé. Pour certains organismes, ce sera jusqu'à la mort. Pour certains organismes, ce sera jusqu'à la vieillesse, etc. Donc, ces cellules immunitaires vont rester là-bas et vont ils vont jouer le rôle de sentinelle. Une fois que le même antigène pénètre à nouveau, dans ce cas, l'organisme n'aura plus besoin de prendre beaucoup de temps pour étudier, car ces cellules-là vont venir, ces cellules-là vont se mettre directement à se multiplier et à produire beaucoup d'anticorps. Voilà pourquoi, lors du deuxième contact, la quantité d'anticorps produite est très élevée et à une vitesse très rapide. C'est parce que il y avait, lors du premier contact, il y avait la production des anticorps, mais à côté, il y avait la production de cellules mémoire et que ces cellules mémoire vont rester dans le sang et jouer le rôle de sentinelle pour avertir le système immunitaire en cas d'une éventuelle nouvelle pénétration du même microbe. Donc, s'il y avait encore un troisième contact avec le même microbe, la quantité d'anticorps produits serait encore beaucoup plus élevée et la vitesse de production serait encore beaucoup plus élevée. Ainsi donc, on va parler de réponse primaire suite à la réponse du système immunitaire suite au premier contact avec un antigène. Et on va parler de réponse secondaire suite au deuxième contact avec, en réalité, le même microbe. Voici comment on peut comparer la quantité d'anticorps et les vitesses de production des anticorps suite à un premier et à un deuxième contact avec un même microbe. Maintenant que nous savons que les anticorps sont produits quand un antigène pénètre dans l'organisme, maintenant nous allons voir l'action des anticorps, l'action de ces anticorps-là. Et pour cela, nous allons parler de la spécificité des anticorps qui est une propriété fondamentale des anticorps.
Donc, nous allons exploiter ce document-là pour relever la caractéristique fondamentale des anticorps. Pour cela, on prend une souris A qu'on injecte de la toxine tétanique, c'est-à-dire des éléments, c'est-à-dire des microbes capables de tuer la souris. Quelques jours plus tard, on constate que la souris est morte du tétanos. C'est bon? Ok. On prend une souris B, on lui injecte de l'anatoxine tétanique. Donc, de l'anatoxine tétanique, comprenez par là des anticorps anti-tétaniques. 10 jours plus tard, on injecte de la toxine tétanique. Résultat, quelques jours plus tard, on constate que la souris survit. La souris B n'est pas morte, contrairement à la souris A. Donc ici, il est important de comprendre que les anticorps contenus dans les anatoxines tétaniques ont protégé la souris B contre la toxine tétanique. Mais regardez ce qui va se passer avec l'expérience C. C'est à ce niveau-là où ce sera intéressant. Donc, on prend une souris C, on lui injecte de la toxine tétanique. 10 jours plus tard, on lui injecte de la toxine diphtérique. J'insiste, toxine diphtérique. Résultat, mort de la souris C. Donc, ce n'est pas le délai qui fait la différence. Parce que dans toutes les deux expériences, on a attendu 10 jours avant d'injecter la toxine. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, regardez bien. On a injecté de la toxine tétanique qui contient des anticorps antitétaniques. Puis, on a ingéré de la toxine diphtérique. Résultat des courses, mort de la souris C. Cela signifie quoi? Les anticorps antitétaniques n'ont aucune action sur la toxine diphtérique, mais seulement pour la toxine tétanique. Pour cela, on va dire que les anticorps agissent contre les antigènes, mais chaque anticorps donné ne peut agir que contre un antigène donné. Pour cela, on dira que les anticorps ont une action spécifique. Voilà pourquoi d'ailleurs on parle de réponse immunitaire spécifique. Vous avez compris? Donc, tous les anticorps agissent contre les antigènes. Mais chaque anticorps donné ne peut agir que contre un antigène donné. Pour cette raison, on dira que les anticorps ont une action spécifique. Maintenant, pour comprendre l'origine de cette spécificité des anticorps, il faudra que vous reveniez sur la structure des anticorps. Si vous vous souvenez bien, nous avions dit que tous les anticorps ont la même forme, c'est-à-dire la forme de Y. Mais la différence des anticorps résidait sur leur terminaison brachiale, c'est-à-dire au niveau du bras, de l'extrémité du bras. Donc, regardez bien l'extrémité du bras de cet anticorps. Il a une forme de V. Regardez bien, il a une forme de V. C'est le même anticorps. Voilà pourquoi on a utilisé la couleur bleue pour tous ces trois anticorps pour montrer que c'est le même anticorps. Ce type d'anticorps-là ne peut s'épingler que contre un antigène qui a la forme qui est là, qui peut s'emboîter directement tel un puzzle ici. Si l'antigène n'a pas une forme qui est capable de s'insérer sur les terminaisons là, alors dans ce cas, l'anticorps sera inefficace contre cet antigène. Voilà pourquoi pour l'antigène 1, qui a la forme en réalité d'un V et qui est capable de s'emboîter sur les terminaisons du bras de cet anticorps-là, en ce moment-là, il est possible que cet anticorps-là neutralise cet antigène. Donc, on dira que l'anticorps-là est efficace contre cet antigène, du fait que son extrémité du bras peut s'emboîter contre l'antigène. Vous voyez, donc il est efficace contre cet antigène. On va voir maintenant ce qui va se passer avec l'antigène 2. C'est le même anticorps avec la même terminaison du bras. Mais regardez la forme de l'antigène 2. Cette forme d'antigène 2 ne peut pas s'emboîter ici. Voilà pourquoi on a barré ici pour montrer que cet anticorps-là est inefficace contre cet antigène. De même, parce que ici c'était un cercle, de même, un troisième antigène qui a la forme d'un carré ou d'un rectangle ne peut pas s'emboîter dans la terminaison du bras de cet anticorps-là. Voilà pourquoi ici aussi on a barré. Donc ici, il est important de voir que, en réalité, le fait que les antigènes aient une action spécifique est liée à la terminaison de leur bras. Donc, quand la terminaison du bras peut s'emboîter sur l'antigène, il sera efficace contre cet antigène-là. Sinon, il ne le sera pas. Maintenant, nous allons voir
un modèle antigène-anticorps qu'on appelle complexe antigène-anticorps. Dans la mise en œuvre de la réponse immunitaire spécifique avec la production d'anticorps par les lymphocytes B, une fois que ces anticorps-là sont produits et sont dégagés, sont produits et sont déversés dans le sang, les anticorps vont aller spécifiquement se lier aux antigènes. Regardez bien, cet antigène est là. Les anticorps sont venus s'accoler sur les épitopes des antigènes. C'est ce qui va entraîner que cet antigène-là va être neutralisé. Et c'est en ce moment-là que les lymphocytes T vont venir et neutraliser l'antigène-là. Donc, l'antigène va disparaître et la maladie va guérir. Vous voyez, donc le fil, c'est comment le microbe a pénétré. Quand le microbe a pénétré, l'organisme a déployé la réaction inflammatoire. Quand la réaction inflammatoire a eu lieu, la phagocytose s'est rajoutée. Toujours quand le microbe ne guérit pas, l'organisme va prendre du temps pour produire en réalité des anticorps. Une fois que ces anticorps sont produits, ils vont aller neutraliser l'antigène. Et quand ils neutralisent l'antigène, les lymphocytes T, qui sont une autre catégorie de lymphocytes, vont venir en réalité digérer l'antigène pour l'éliminer. Si pour l'éliminer afin que la maladie guérisse. Si la maladie refuse de guérir, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire maintenant on va passer à l'aide à l'immunité qui sera la leçon numéro 10. Mais avant ça, nous allons d'abord définir maintenant la notion d'immunité. Après avoir vu tous ces éléments-là, qu'est-ce que l'immunité? Eh bien, l'immunité désigne la capacité d'un organisme à se défendre. Donc ici, c'est lorsque l'organisme déploie le système immunitaire, active le système immunitaire pour se défendre contre les substances étrangères. Ici, les substances étrangères sont les antigènes et des gens infectieux, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'infecter. Donc, c'est lorsque l'immunité n'est rien d'autre que la capacité de l'organisme à activer son système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire est capable d'être activé à la suite de la pénétration d'un microbe pour protéger l'organisme contre ce microbe-là. C'est l'une des principales lignes de défense biologique. C'est bon? Chers élèves, maintenant, comme promis en début de cours, nous sommes arrivés au moment du bonus. Et le bonus d'aujourd'hui porte sur un exercice d'application, qui est une application directe du cours. Donc, regardez l'exercice dit quoi? Il dit pour maintenir son intégrité, l'organisme développe un ensemble de réactions qui lui permettent de se défendre contre les agressions microbiennes et d'assurer son immunité. Première question, précise le type de réponse immunitaire auquel appartient la phagocytose. Deuxième question, rappelle les différentes étapes de la phagocytose. Si vous avez bien suivi le cours, tous les éléments nécessaires à la réponse à cet exercice-là sont dans le cours. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, chers élèves, la balle est dans votre camp. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de répondre et de mettre les réponses dans les commentaires. Je vais les lire pour apporter en réalité des rectificatifs si le besoin s'impose. Pour ceux maintenant qui veulent aller plus loin, je vous invite à nous rejoindre dans les cours de renforcement en ligne que nous faisons. Et le numéro de contact, c'est le numéro de WhatsApp qui s'affiche en bas de votre vidéo. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. N'oubliez surtout pas d'envoyer cette vidéo-là à un de vos camarades que vous pensez qu'il est dans le besoin pour l'aider. Merci et à très bientôt.